Nous sommes de retour sur les ondes de Radio JM en ce lundi 7 octobre 2024 dans cette émission spéciale diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook Live, Insta Live, en Zoom et en direct du site mémorial du Camp des Milles. Pour cette deuxième table ronde, de nombreux invités prestigieux nous font l'honneur de leur présence. Des invités présentés par ordre alphabétique, hein, on est comme ça, nous. Une table ronde que j'ai le plaisir de co-animer avec Alain Chouraki, président fondateur du site mémorial du Camp des Milles. Galeb Benchek, bonjour, vous êtes normalement en visio avec nous. Vous êtes président de la Fondation pour l'Islam de France. Bonjour à vous. Bonjour, et je suis naturellement avec vous par les moyens techniques et je vous Merci, salue. merci beaucoup de nous faire cet honneur, Galeb Benchek. Nous avons également le Rav Haïm Bendao. Bonjour. Vous êtes rabbin et vous officiez dans les quartiers nord de Marseille en l'occurrence. Le pasteur Claveroli, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie et président de la Fédération protestante de France de 2013 à 2022. Merci également d'être avec nous sur le plateau de Radio JM. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monseigneur Christian Delarbre. Bonjour. Vous êtes archevêque d'Aix-en-Provence et d'Arles. Et enfin, le grand rabbin Moshe Lewin sera avec nous un peu plus tard, vers 11 h, en visio. Je le rappelle, il est vice-président de la Conférence des rabbins européens, conseiller spécial du grand rabbin de France, Chaim Corsia. On va parler de cette thématique, Alain Chouraki, que nous présentons dans cette table ronde. C'est la fraternité qui est avant tout menacée dans les affrontements que recherchent, provoquent ou aggravent les terroristes. Ceux-ci menacent aussi gravement la paix civile, le vivre ensemble et la République. Chacun à votre manière, ici, vous œuvrez dans le sens et le respect mutuel, la fraternité et la paix. J'aimerais commencer avec vous, Galeb Benchek, qui est en visio, si vous m'entendez bien. Donc, je le rappelle, vous êtes président de la Fondation pour l'Islam de France. Comment en est-on arrivé à un tel niveau d'égoïsme, de repli sur soi, mais aussi de peur de l'autre? Alors, chère madame, nous sommes arrivés à cette situation simplement par la platitude de la condition humaine. Nous avons toujours eu deux thèses concurrentes. C'est que quoi que nous fassions, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus, si on n'y peut rien, quand on laisse place à l'arrogance, à la suffisance, à la cupidité, à l'égoïsme, au fait de se croire seul dépositaire de la vérité, seul détenteur de l'absolu, et de surcroît, on voudrait imposer ça à autrui. Donc, on s'accapare tout. Et de ce point de vue-là, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, ce sera l'affrontement, la belligérance, la guerre et la violence qui est intrinsèque à l'homme. D'autres diront, ben non, nous n'allons pas abdiquer parce que nous ne ferons jamais le deuil d'une ère, ERE, de fraternité, d'entraide, de solidarité entre les êtres humains, les traditions religieuses, les philosophies, ce qu'on appelle parfois l'âge axial, les valeurs de l'humanité, font en sorte que petit à petit, on essaye dans une longue maturation, la maturité de l'humanité, pour que nous n'arrivions pas à cela. Une émission telle que la vôtre, une rencontre telle que celle-là y contribue. Et ça, c'est aussi la sensibilité de ceux qui ont la parole publique et aussi, je finis avec ça parce que je ne voudrais pas être long, au aucune nation, aucun peuple, aucune communauté ne change véritablement si ce n'est que les membres de cette nation, de ce peuple, de cette communauté, de ce groupe humain n'entreprennent pas une conversion au sens grec de la métanoïa, se retourner sur soi-même et voir où est l'essentiel. Voudrions-nous vivre dans la défiance, dans la méfiance? Et là, malheureusement, c'est le règne de la violence et de la terreur. Où voudrions-nous vivre en ayant fait d'abord le travail sur soi, en fraternité, avec un substrat de paix, de justice, de droit? C'est ça la civilisation aussi, civilisation humaine, civilisation aussi spirituelle pour ceux et celles qui sont des hommes et des femmes de foi. Chaim Bendao, vous êtes rabbin dans les quartiers nord de Marseille. Vous faites un énorme travail de pédagogie dans les écoles, les lycées, avec vos amis imams. Il y a un constat, c'est que l'antisémitisme a explosé depuis le 7 octobre, on l'a dit dans la table ronde précédente. Est-ce que vous, sur le terrain, vous devez enseigner davantage, expliquer davantage
ce qu'est être juif en France et que les juifs ne sont pas les ennemis des catholiques, ne sont pas les ennemis des musulmans. Est-ce que ce travail, vous devez l'appuyer encore davantage depuis le 7 octobre? Normalement, ça marche quand vous parlez dedans. Allô? Oui, ça marche. On vous entend bien. Alors, d'abord, je me présente. Bien sûr. Voilà. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Moi, je suis rabbin du 14e, 15e arrondissement de Marseille, des quartiers nord, depuis 1997. Mais je vais peut-être un peu choquer l'Assemblée. Je n'ai pas de constat au sein de mon quartier de quelques relents d'antisémitisme. Au contraire, j'ai toujours le vivre ensemble qui se passe très bien. Et je voulais vraiment avoir cette parole d'équilibre. C'est peut-être angoissant de tenir un discours sans une analyse de terrain en disant que l'antisémitisme a explosé. Je fais l'analyse, moi, au quotidien du terrain dans lequel je vis. L'antisémitisme n'a pas du tout explosé. Et je suis vraiment désolé. Je ne peux pas vous dire que oui. Vous n'allez pas être désolé, Chaim, il n'y a aucun problème. C'est le constat que vous faites effectivement localement. Oui, et puis c'est pas faute d'aller le vendredi dans les mosquées, Ce matin, j'étais à Sévigné, au collège Sévigné. J'ai discuté avec des jeunes musulmans de 17 ans. Monsieur, il faut la paix, il faut prier pour la paix. Je veux dire, au quotidien, toutes les relations que j'ai, ça se passe très bien. Mais peut-être parce que vous avez commencé ce travail il y a déjà de nombreuses années, cette sensibilisation sur le bien vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, c'est aussi le résultat de votre travail, Chaim Bendaou. C'est gentil, ça. Ma femme va être contente. Alors là, oui, voilà, c'est ce que j'ai expliqué hier à Radio Bleu Provence. J'ai un avantage, c'est d'avoir grandi dans le 93, où on était tous mélangés. Donc, j'ai pas la peur de l'autre. Et j'ai pas de profil Facebook sur les gens. Quand je sors, je vois vraiment ce qu'ils sont avec la discussion. Et il me paraissait normal, quand j'arrive dans le 14e, d'aller rencontrer mes voisins et discuter avec eux. Et c'est un travail qui a été fait naturellement et qui continue. Mais honnêtement, je pense que ce travail, il est important. Mais malgré tout, il n'y aurait pas eu le relent d'antisémitisme de toutes les manières qu'on veut espérer qu'il y ait. Vous avez vraiment affaire à des gens dans les quartiers nord qui ont vraiment des problèmes au quotidien, dans leur vie. Après, il y a quelque chose sur lequel vous avez raison, c'est que il m'est arrivé d'intervenir dans une école à Félix Piat, où un jeune de 10 ans, je lui ai dit, c'est quoi pour toi un juif ? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui passe sa journée à taper sa tête sur un mur en Israël. Il ne connaît que ça. Quand il m'a vu, on a discuté ensemble, donc on fait l'approche d'aller. Voilà, ça fait son travail aussi, oui. Par ça, je me suis fait... Moi, quand je parle, c'est... Voilà, attends, mais c'est passionnant, donc allez-y. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut aller vers l'autre obligatoirement. Tous les vendredis, j'ai pris l'habitude de distribuer le pain du Shabbat dans les mosquées, chez mes voisins musulmans, chez mes voisins chrétiens et chez les juifs à la synagogue. Et ça a une portée énorme. C'est des petits gestes comme ça qu'ils ont une portée énorme. Et je finirai juste par les paroles du Dalai Lama. Moi, j'adore le Dalai Lama parce qu'en hébreu, ça veut dire « ça suffit ». Pourquoi ? Dalai Lama. Il disait « ne cherche pas à changer le monde, cherche juste à changer autour de toi ». Voilà, ça suffit. Voilà. Et c'est ce que vous faites, évidemment, Chaim Bendaou. Alain, on va donner peut-être la parole au pasteur Claveroli. Oui. Alors, d'abord, un mot pour remercier Chaim Bendaou d'avoir pointé la question des antisémitismes. Si nous sommes ici, c'est aussi parce que nous avons conscience que la majorité de notre peuple
y compris le peuple des quartiers, comme on dit, etc., n'est pas antisémite. Il peut le devenir, il y a des accès de fièvre. Par contre, et c'est essentiel, les actes antisémites ont explosé. Et ça suffit pour pourrir la vie de beaucoup de familles juives, ça suffit pour menacer notre tissu social. Il y a eu une multiplication sur quelques mois de 1000% des actes antisémites qui étaient déjà très hauts avant le 7 octobre. Et cela est quelque chose comme les actes de terrorisme en général, y compris, on l'a évoqué tout à l'heure, contre les enseignants et contre tant d'autres. Ce sont des actes qui menacent, nous l'avons dit, la paix sociale, qui déchirent le tissu social, qui brutalisent le débat social. Mais il faut savoir que la majorité des populations françaises n'est pas de ce côté-là. Donc c'est un atout maître pour notre combat. Les institutions ne sont pas du côté des terroristes. Les populations ne sont pas du côté des terroristes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des glissements. Les derniers sondages, même au niveau de l'opinion, des opinions montrent une montée dans certains milieux de l'antisémitisme d'opinion et pas seulement des actes. Et on sait que les actes suivent souvent les mots. Donc on a à la fois une alerte forte dans un contexte de radicalisation de la société, mais des atouts forts. Et cela me conduit, François Claveroli, d'abord à vous remercier d'avoir fait l'effort de venir nous rejoindre aujourd'hui en venant des Cévennes, je crois. Là aussi, au lieu de mémoire, et de mémoire aussi bien des intolérances que des tolérances. Nous insistons au Camp des Milles sur le rôle décisif, quand une société se délite, le rôle décisif des extrémismes identitaires. C'est-à-dire que, bien entendu, la question identitaire est légitime, mais que l'obsession identitaire qui fait voir l'autre à travers ce qu'on croit être son identité, réelle ou supposée, l'extrémisme identitaire peut assassiner. Et c'est ce que nous voyons monter globalement dans la société. Ça ne concerne en gros qu'un tiers de la société, mais c'est le tiers qu'a fait Hitler, on a vu les suites. C'est le tiers qui a fait d'autres, qui a été le fondement d'autres régimes islamistes en particulier. Donc, pour nous, il est essentiel de voir que nous sommes dans un engrenage nourri par cet extrémisme identitaire. Quel regard portez-vous sur les raisons, qui ne sont évidemment pas des justifications, les raisons, les explications de cette montée des extrémismes identitaires? Merci pour l'invitation et je suis très, très ému d'être là aujourd'hui et touché par votre présence. En introduction, moi je dirais une chose que peut-être certains d'entre vous partagent. Je ne suis pas sûr que les religions soient les mieux placées dans la société pour développer un discours de tolérance, de bienveillance, etc. Théoriquement, oui, mais l'histoire de notre pays en particulier, jusque récemment, n'a pas été une histoire tout à fait exemplaire dans l'ordre de la fraternité et de la rencontre de l'autre différent dans un esprit de bienveillance. Comment expliquer la montée des extrémismes? Ici, on parle des extrémismes d'ordre politique. Le projet terroriste islamiste est un projet politique. Et l'élément religieux existe, certes, mais il est instrumentalisé par une véritable volonté et un discours d'une puissance telle qu'il fascine, qu'il déséquilibre, qu'il déstabilise toute une série de concitoyens.
qui peut-être au début ne partagent pas ces projets, mais qui se laissent embarquer. Ça, c'est le premier point. Et les analogies que nous pouvons faire avec d'autres projets politiques terroristes précédents montrent que l'élément religieux est présent, mais sans doute pas premier. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le second point, c'est que la puissance de ce discours ou de ce projet est une puissance tellement forte qu'elle est fondée sur des raisonnements extrêmement simples, binaires. C'est oui ou non, c'est le mal ou le bien, c'est la vie pour l'autre ou la mort. Et devant ces caricatures de pensée, l'intellectuel ou le citoyen qui essaye de raisonner doit avoir des arguments tout de suite et se positionner très rapidement. Parce que s'il hésite, il se fait embarquer. Vous avez peut-être suivi comment des jeunes aujourd'hui se font retourner le cerveau, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être étudié ça dans une école de journalisme ou dans des études de psychologie ou dans une série de travaux historiques. Vous savez comment fonctionne ce travail de retournement de personnes, de conversion. Alors évidemment, la thématique de la conversion renvoie aux religieux, mais c'est un phénomène qui n'est pas que religieux. Et il y a ici un véritable danger dans une société où toute une partie de la population se trouve incertaine, se trouve hésitante, se trouve, comme on dit, dans le deuil d'un certain nombre de grands récits auxquels on pouvait se rattacher, enfin les grands mythes chrétiens, juifs ou socialistes, enfin les grands récits qui ont fondé l'Occident. On peut dire qu'aujourd'hui, dans cette incertitude dans laquelle se trouve un certain nombre de nos concitoyens, la tentation est grande de se laisser embarquer. Toutefois, et je rejoins quand même ce que vous dites, il y a des éléments positifs qui nous permettent non pas seulement d'expliquer ou de comprendre le phénomène, mais de lutter contre ce phénomène. Et en France, notamment, nous avons effectivement des institutions qui résistent, une police qui travaille, une armée aussi qui a été réquisitionnée pour cela. Je pense à l'opération Sentinelle qui se prolonge, enfin, qui n'en finit plus. Et puis cette idée, et là je reviens aux religieux pour ne pas me défiler, cette idée que les religions peuvent aussi être des vigies, c'est-à-dire être dans la vigilance contre ces discours simplificateurs et contre ces tentations d'instrumentalisation du religieux au profit d'un projet politique et militaire méchant et extrêmement violent. Pour terminer cette intervention-là, je voulais juste dire, avec Paul Ricoeur par exemple, que l'important pour les religions, dans un premier temps, c'est de savoir lutter contre ses propres démons, contre les propres éléments de langage qui, au sein même des religions, font surgir soudain quelque chose de l'ordre de la violence. Je pense à la prédication, je pense à la catéchèse, je pense à la transmission que l'on peut faire dans l'ordre du religieux, que ce soit la religion chrétienne, juive ou musulmane, où le rapport à l'autre est un rapport qui peut être très vite compris comme conflictuel. Le rapport à l'État, à la société aussi, peut être un rapport défini comme méfiant, critique, et tellement critique qu'il devient conflictuel. Et puis le rapport à la terre, au pays. Et là, effectivement, les religions ont un travail incessant à faire pour une critique de ses propres discours à ce sujet. Et là, le chantier n'est pas fini, est loin d'être fini. On va donner la parole peut-être à Monseigneur Delard. Je vais vous demander de prendre le micro. Vous êtes archevêque d'Aix-en-Provence et Arles. En tant que catholique et un peu dans la même lignée que ce que disait le pasteur Claveroli, comment analysez-vous la question de l'impact du terrorisme sur la cohésion sociale et les valeurs humanistes que vous portez ? Sacrée question. Oui, surtout... Quel rôle, vous, en tant que... Qui paraît général, parce que quand on parle de terrorisme, on parle d'actes inqualifiables. Bon.
d'un point de vue, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, pour moi, deux choses comptent. C'est que les affrontements qu'il y a dans nos sociétés traversent nos communautés et finalement traversent chacun d'entre nous. Un peu comme saint Paul dirait, hein. Cet affrontement, il nous concerne tous. En gros, on ne peut pas juste se dire qu'on est dans le bon camp et qu'il y a un autre qui est un mauvais camp, hein. Alors cela, déjà, se positionner comme cela et l'ouverture est dangereux. Voilà. On est devant des affrontements qui traversent, affrontements pas seulement, ou pas d'abord des affrontements qui se résoudraient dans la violence physique, mais des affrontements intérieurs qui nous opposent, qui font que chacun voit les choses différemment et qui se traduit en paroles et potentiellement en actes. Voilà. Et donc ces affrontements sont aussi à prendre à leurs racines. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais partager, cette question. Et comment résoudre cela? Alors, il y a l'approche un peu générale, enfin, vous voyez, le discours, comment on peut poser les discours et autres, bien sûr, mais les religions ne manquent pas de discours, voilà, sur ce sujet. Voilà, on ne va pas manquer de textes pontificaux du magistère, des autorités en régime catholique sur ces questions. Et pourtant, ça ne suffit pas. Bien sûr, il y a cette armature spirituelle et intellectuelle qui permet de se positionner contre la violence, contre toute violence, contre toute atteinte à la personne humaine, pour le dialogue. Voilà, il y a une tradition maintenant de pratiquer plus d'un demi-siècle là-dessus. Vous voyez, plus d'un demi-siècle. Mais j'aimerais rejoindre mon voisin. Cet affrontement qui est en chacun et qui traverse nos communautés trouve un lieu de guérison, je dirais, dans la rencontre concrète. Voilà. C'est un point de vue très de terrain. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est que les fidèles des paroisses catholiques connaissent les gens avec qui ils vivent, les rencontrent, partagent, et que les uns et les autres n'aient pas peur les uns des autres. Vous voyez ? Voilà, ça c'est ma préoccupation fondamentale. Ces rencontres, est-ce que vous êtes amené, vous, à dire à vos fidèles aussi, oui, partez à la voilà, rencontre? Donc, alors voilà, moi je m'exprime. Parce que vous êtes un homme de terrain. Donc je m'exprime, bon, ben voilà, je peux m'exprimer auprès de mes fidèles comme je l'ai fait par oral ou par écrit, mais surtout au niveau des visites que je fais sur le terrain, auprès des fidèles, de voir comment ils arrivent à entrer en relation avec les gens de leur quartier ou de leur ville. Voilà. Pour moi, c'est une préoccupation essentielle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous nous laissons ces affrontements dont j'ai parlé et qui nous traversent avec nos contradictions, nous les laissons idéaliser, on les transforme en idées par des discours, par le moyen des réseaux sociaux ou d'autres systèmes médiatiques qui coupent de la rencontre. Donc on va parler en général des migrants, des musulmans, des juifs, des cathos, des prêtres. Rencontrez-les. Voilà. Merci pour ce message. Nous avons le plaisir d'être en visio, si tout va bien, avec le grand rabbin Moshe Lewin, vice-président de la conférence des rabbins européens, conseiller spécial du grand rabbin de France. Il n'est toujours pas connecté, il est 10h59, on va lui laisser encore un petit peu de temps. Et peut-être qu'on va faire parler Galeb Benchek, qui est toujours connecté avec nous. Galeb Benchek. Oui, je suis toujours connecté avec vous. Vous êtes toujours connecté, je le rappelle, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Vous œuvrez depuis toujours pour le bien vivre ensemble. Quel est votre axe de travail et comment vous vous y prenez pour contrer les voix extrémistes encore aujourd'hui? Ah, mon ami, je voudrais vous dire que dans ma première intervention, c'est par souci de concision et de discipline, et puis il faut privilégier l'écoute, que j'ai délibérément voulu être très, très sommaire et court. Maintenant, tant au niveau de la fondation que votre serviteur préside, que d'une manière générale,
Il y a d'abord l'essentiel, ce qui n'est pas négociable. Ce sont des valeurs sinon universelles, au moins universalisables, qu'il faudrait toujours rappeler, toujours. C'est qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise la terreur ni s'en prendre aux civils et aux innocents. Que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, rien ne justifie la terreur. Ce sont des choses qu'il faudra toujours et indéfiniment rappeler. Euh, on pourra développer cela à la fois d'une manière intellectuelle et aussi d'une manière pratique. Maintenant, d'une manière concrète, ce que nous faisons, et tout en étant navré de convoquer une métaphore du moteur thermique dans une ère, à une époque de transition écologique, je parlerai de quatre temps. Tout à l'heure, François Claveroli a parlé euh, de la mission de l'opération Sentinelle. Le premier temps est assurément celui de la riposte sécuritaire et de renseignement. Et nous y souscrivons et nous tenons à remercier les forces de l'ordre d'agir pour notre propre sécurité. Et à chaque attentat déjoué, il y a des vies humaines qui sont sauvées. Ceux qui ne le sont pas, ce sont des vies humaines innocentes qui sont fauchées ainsi. Et nous sommes pleins de tristesse et de contrition. Le deuxième temps, pour faire vite, est celui, moi je l'appellerai toujours le discours alternatif et non pas le contre-discours, parce qu'un contre-discours est par définition délégitimé par cela même auquel il est adressé. Et un discours alternatif, une sorte de présentation d'un enseignement au-delà des mots qui sont peut-être parfois galvaudés, d'amour, de bonté, de miséricorde, de bon sens, et au-delà des idées fanatiques, le vieil adage dit que les idées fanatiques sont comme des clous, plus on tape dessus, plus elles rentrent. Il vaut mieux trouver des stratégies de contournement, une propédeutique, toute une pédagogie, tout un enseignement, une manière d'éduquer, notamment la jeunesse. L'éducation, c'est à la famille, l'instruction, c'est à l'instruction publique, si je puis dire, de la devoir à l'ensemble des futurs citoyens. Le troisième temps est celui, bien entendu, qui peut être à moyen et long terme, de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la culture, de la connaissance, de la préparation du citoyen, des humanités, des valeurs éthiques et esthétiques, parce que la beauté, les belles lettres, la poésie polissent les âmes, promeuvent la noblesse du cœur et l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit. Et le quatrième temps, c'est celui de la République. Je parle de notre propre pays. Nous ne sommes pas loin de Marseille et j'aime convoquer Honoré Daumier, le, le peintre. J'aurais pu convoquer le caricaturiste. Lorsqu'il a concouru pour l'allégorie de la République, il a peint une très belle femme plantureuse, si je puis dire, et qui allaitait deux nourrissons et avec un garçonnet à ses pieds. Et la légende de l'allégorie de la République était déjà en 1848, la République nourrit et instruit tous ses enfants. Et j'ai envie de dire pour nous maintenant que la République à laquelle nous croyons, et on croit dans sa mission aussi universelle, pour peu qu'elle nourrisse, qu'elle préserve, qu'elle protège tous ses enfants, eh bien, il y a là une vision programmatique et concrète pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai envie de dire, et je le dis sous le contrôle de Monseigneur Delard, je suis très sensible à la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à l'idée même de justice, les manquements à l'altérité confessionnelle avant de croire que c'est toujours autrui le responsable du chaos. Et donc, la responsabilité des hiérarques, quels qu'ils soient, en l'occurrence les hiérarques musulmans.
j'ai l'outrecuidance de le dire, n'étant pas moi-même un hiérarque, je suis laïque et doublement laïque, c'est de l'enseigner sans cesse. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le traduire par des actes concrets à l'égard de l'homme. La croyance et la foi en Dieu, c'est la droiture, c'est la compassion, c'est l'entraide, c'est aussi la solidarité. Et au-delà de l'enseignement proprement spirituel et religieux, c'est aussi de vouloir asseoir les fondations d'une société juste, fraternelle et prospère. Nous ne devons pas accepter que dans notre pays, des enseignants meurent d'enseigner et doivent avoir la peur au ventre d'aller enseigner. Si on savait et si on devait enseigner cela aussi dans les familles que dans la tradition islamique, la place prépondérante du maître, à l'instar de cette idée, lève-toi devant ton maître et marque les signes de déférence, d'estime et de respect pour lui, parce que de nos jours le maître est un prophète, eh bien on n'aurait pas agi d'une manière aussi criminelle. Et même de nos jours, les manques de respect au maître sont inacceptables. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est ce que nous faisons au sein de notre fondation et ailleurs. Ça y est, c'est bon? Bon. Oui, merci beaucoup, cher ami Galeb Benchek, de ce discours qui rappelle des repères fondamentaux. J'évoquais tout à l'heure l'analyse que nous faisons au Camp des Milles, qui consiste à souligner le rôle des pertes de repères, moraux en particulier, mais aussi culturels, dans ce qui conduit les uns et les autres, ou les autres, à la violence, au non-respect, à la non-écoute de l'autre. Tout à l'heure a été évoqué le rôle essentiel des forces de l'ordre qui nous protègent avec dévouement, avec compétence. Et je voudrais à mon tour saluer la présence du colonel Le Droukpet, qui représente le général Laval, commandant de la zone sud de défense. Merci beaucoup d'être présent. Et remercier aussi le général Galtier, qui travaille avec nous depuis très longtemps et qui représente, je crois, aujourd'hui la métropole. Les autres collectivités s'exprimeront tout à l'heure très, très normalement. Alors, je voudrais aussi rebondir sur, avant de laisser la parole au grand rabbin Moshe Levin, rebondir sur ce que disait Monseigneur Delarbre, c'est-à-dire l'importance de l'échange. Je voudrais dire que c'est ce que nous essayons de pratiquer au Camp des Milles en permanence, et je ne prends que deux exemples. Le premier, c'est le forum annuel que nous tenons avec les jeunes qui se sont impliqués dans des projets que nous accompagnons, des jeunes de toutes origines, de quartiers différents, d'associations, de troupes de théâtre, qui travaillent avec nous pendant plusieurs mois, qui obtiennent un label citoyen que nous délivrons dans le cadre de notre chaire de l'UNESCO, et qui se retrouvent mélangés, je dirais, au moins une fois par an, ceux qui ont travaillé dans l'année, ceux des années précédentes, et nous les mêlons, si je puis dire, à des jeunes syndicalistes auprès de qui nous intervenons, aux jeunes du lycée militaire avec qui nous avons un partenariat. Bref, nous avons dans tout cela un échange qui se passe toujours très bien. Nous faisons en sorte, bien sûr, que soient à la même table et sur les mêmes sujets ces jeunes d'origine très différentes. Et puis, nous créons régulièrement des moments interactifs de cet ordre avec des jeunes assez différents, d'écoles de la deuxième chance, etc. Voilà, je me tourne donc maintenant vers le grand rabbin Moshe Levin, qui est donc vice-président de la Conférence européenne des rabbins,
qui est le conseiller spécial du grand rabbin de France, Chaim Corsia, et qui s'est échappé d'un moment dont il va peut-être nous parler, qui est aussi un moment d'ouverture et de fraternité, pour venir par visio être parmi nous. Ah, une seconde, on a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Voilà. Mes chers amis, tout d'abord, permettez-moi de m'excuser de ne pas être physiquement présent, mais le jour du 7 octobre, comme vous le savez, il y a de nombreuses cérémonies. Et puis, on avait une journée à Sciences Po aujourd'hui, Emouna, un programme dont je vais parler dans quelques minutes, qui me contraignait à rester sur Paris. Heureusement que la technologie, on a tous appris à connaître avec le Covid, comme quoi il y a toujours dans le mal quelque chose de bon, et eh bien nous permet de parler et de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très ému de parler devant vous le 7 octobre, 7 octobre de triste mémoire, et ça a été rappelé à différentes reprises, j'imagine, par mes prédécesseurs. 1205 personnes tuées, dont la majorité des civils. Et puis, il faut associer la mémoire de Dominique Bernard, de Samuel Paty, de tous qui ont péri parce qu'ils enseignaient et parce qu'ils étaient en train de promouvoir une éducation telle qui est la fierté de notre pays. Merci donc au camp d'Émile, mais merci aussi à ceux qui sont autour de la table, mes grands amis, soit Khaled Bencher, que ce soit François Claveroli, avec qui nous avons œuvré, nous partageons cette fraternité qui est tant indispensable. Et merci au camp d'Émile pour toute l'action. Je me souviens, lorsque j'avais eu l'occasion de visiter, ce qui m'avait marqué, c'est que beaucoup de musées ne font que commémorer. Et là, il y a cet enseignement pour prévenir les génocides, pour prévenir, et il n'est pas porté que sur le passé, le musée, est porté aussi sur l'avenir. Et je voudrais remercier mon ami Alain Chouraki de sa vie qu'il donne pour permettre à cette mémoire d'être transmise avec une projection vers l'avenir. La fraternité, dans un monde qui est globalisé, ne doit pas être seulement de la tolérance, mais elle doit être également une compréhension et un respect mutuel. Pour moi, une des clés, c'est le dialogue interreligieux, qui est là pour renforcer ce lien qui est souvent distendu parce que les préjugés que l'on a, les transmissions que l'on a eues, et ne permet pas un véritable dialogue. Ce n'est pas simplement une coexistence pacifique, mais ça doit être une compréhension mutuelle. Les religions, bien qu'elles puissent sembler divergentes dans leurs pratiques et leurs croyances, elles partagent souvent des valeurs communes telles que la compassion, telles que la justice, la dignité humaine, sont des valeurs qui sont souvent partagées par les religions et qui permettent ce dialogue. Et je crois qu'il est essentiel de reconnaître ces valeurs qui peuvent servir de fondement à bâtir des relations de confiance. Vous me permettrez de citer un penseur juif éminent, qui est le rabbin Abraham Joshua Heschel, qui nous rappelle, comme l'a si bien dit mon ami Khaleb, que la prière et l'action doivent aller de pair. La prière peut être une protestation contre le mal, une révolte contre la cruauté et une prière pour la justice. La prière doit être de ce fait une force mobilisatrice qui permette d'amener la justice puis la paix. Dans ce cadre, le dialogue interreligieux peut être initié et doit être initié autour de projets communs. Je vais y revenir dans quelques instants.
visant à répondre aux besoins des populations vulnérables, promouvoir la paix ou des actions communes. Un des exemples que j'ai vécu il y a peu et que je vais partager avec vous, c'est le centre multiconfessionnel que nous avons eu aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, qui était la vitrine du monde, la vitrine de la France au monde, et eh bien, peu de gens le savent, mais il y avait un centre multiconfessionnel avec une synagogue, une mosquée, une église, un temple bouddhiste, un temple hindouiste. Et pendant 1 an et demi, nous avons œuvré ensemble avec le Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur pour bâtir ce centre multiconfessionnel avec toutes les règles religieuses. Il y avait un rouleau de Torah, il y avait la Qibla, il y avait tout pour l'ensemble des religions. Un véritable lieu de culte. Et les lieux de culte se touchaient, étaient quelquefois ouvrés d'un vers l'autre entre la synagogue et la communauté musulmane, la mosquée, eh bien, on avait une porte qui s'ouvrait, et je l'avais naturellement dit à la responsable du culte musulman, comme quoi, s'ils avaient besoin d'agrandir et qu'ils avaient plus de monde le vendredi, eh bien, c'était à disposition de passer chez nous, et inversement, si cela était nécessaire. Eh bien, je dois vous dire, beaucoup de journalistes, il y avait les Media Days, sont venus et m'ont dit, mais est-ce que la géopolitique a une influence chez vous? Et j'avais répondu, nous ici, on ne parle pas de géopolitique, on parle de géofraternité. Et c'était réel. Dans quelques jours, mercredi, on doit se revoir parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Pourquoi ça s'est créé? Parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on a travaillé ensemble et on a œuvré pour un projet en commun qui nous dépasse. Et je crois qu'il faut arriver à s'engager sur des projets qui nous dépassent et qui permettent de travailler ensemble. Quand on œuvre pour quelque chose ensemble, eh bien, ça produit des effets extraordinaires. Et à ce titre, je me permets de partager effectivement un autre projet que nous avons créé en 2016, 1 an après les attentats. Lorsqu'il y avait les attentats de 2015, janvier 2015, avec Charlie Hebdo hyper cacher, avec certains responsables religieux, nous nous sommes réunis et nous avons dit, on peut rester spectateur de drames, mais on peut aussi agir et lutter contre. Et nous avons travaillé pendant 1 an avec un conseiller d'État qui est un ami, ensemble, des responsables de différents cultes, pour bâtir un projet qu'on a appelé Emouna, qui a lieu aujourd'hui, il y a une journée, et qui était un défi un peu fou. Celui de réunir ensemble, pendant 18 jours, pas suivis, mais 2 jours par mois, des responsables religieux de tous les cultes, ensemble, pour partager 3 piliers qui sont fondamentaux, religion et institution, religion et culture, religion et leadership. Et ces 18 journées, on a dit si on arrive à mettre 4-5 personnes de chaque religion et des personnes qui travaillent avec les religions aussi, on arrivera à une quarantaine de personnes. Certes, c'est peu à l'échelle de la France, sauf que cela fait 9 ans que ce programme a été créé. Et aussi bien François Claveroli, que je salue, que Khaled Bencher ont été des soutiens capitaux parce que toutes les religions au plus haut niveau l'ont soutenu. J'ai encore ce souvenir, il y a 3 mois, lors de la remise des diplômes, puisque nous avons demandé à ce que ce projet soit porté d'une part par nous, mais aussi par une institution prestigieuse qui est Sciences Po. On a beaucoup parlé de Sciences Po de manière négative ces derniers temps, mais Khaled Bencher a dispensé énormément de cours à Sciences Po, et il faut voir toujours le côté positif. Et ce programme Emouna, vous pourrez le googliser sur Facebook, sur le réseau, sur Internet, et Emouna Sciences Po partait du principe de rétablir une confiance et une fraternité. D'ailleurs, le nom Emouna signifie foi, confiance en hébreu,
Amana en arabe, c'est un peu la même idée. Et Amen pour les catholiques, on a retrouvé dans un mot finalement les piliers de nos religions. Et donc on a réussi à développer ce programme qui, à 9 ans, qui a formé près de 300 personnes. Et j'ai ce souvenir au moment de la remise des diplômes, de la 9e promotion, où Khaled Benchek, qui était attendu à l'ambassade des États-Unis, je l'ai appelé, il manquait le représentant musulman et on comptait sur lui, mais il y a eu un dysfonctionnement technique à Sciences Po. Et Khaled a laissé tomber l'ambassade des États-Unis pour venir, comprenant que c'était capital de l'avoir, sachant que la Fondation de l'Islam de France cofinance aussi ce programme. Et l'ensemble des religions participent au financement et Sciences Po également. Et donc, c'est un merveilleux programme. On a des personnes de toute la France. D'ailleurs, actuellement, le rabbin, un des aumôniers qui participe, est de Marseille. C'est l'aumônier Lionel Drey, l'aumônier régional, qui participe sur la session d'aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup, Moshe Lewin, d'avoir développé effectivement. Ce programme permet d'avoir une véritable action. Et je crois que c'est ce type d'action qui permet de rencontrer l'autre et d'œuvrer pour la fraternité. Bien sûr, on va parler d'initiatives justement avec le Rav Haïm Bendao, des initiatives très concrètes parce que cette année, après le 7 octobre 2023, après l'effroi, après l'émotion, vous avez initié plusieurs événements sans drapeau, sans slogan, avec vos amis musulmans, dont Rachid Zerwal qui va prendre la parole lors de la prochaine table ronde, Haïm. Pas maintenant, tout à l'heure. C'est pas vous qui faites le programme, pas encore. Alors, Haïm, parlez-nous de ces initiatives, justement, que vous avez initiées, clairement. Il était Alors, je voudrais revenir... J'ai le droit de ne pas répondre à la question. Vous avez le droit. Voilà. Vous avez tous les droits. Je jure comme ma femme à la maison, il n'y a pas de discussion. Je voudrais mettre en avant quelque chose qui est une pédagogie de terrain très importante et qui est l'être humain, malheureusement, fonctionne comme ça. Pour être rapide, on va toujours râler sur les trains qui arrivent en retard. On ne dira jamais quand le train arrive à l'heure, alors que la majorité des trains arrivent à l'heure. On a un problème, je mets le pied dans le plat, c'est le but de cette journée. On s'évade, mais bon. On va dire en France, il y a 1000 actes antisémites. Les actes antisémites ont explosé. D'accord. C'est censé, avec ce message, porter quoi dans la tête du juif chez lui à la maison qui entend ce message? Ça lui impulse la peur, la crainte et la phobie de l'autre. J'aimerais bien qu'à un certain moment, sincèrement, on puisse mettre en avant les 10 000 actes positifs qu'il y a autour de nous, dans nos communautés, où les uns aident les autres. C'est ce qu'on fait d'ailleurs là maintenant. Voilà, ça c'est très très important. Ça c'est la première chose. Et c'est important, et en général, et je vais vous dire un truc, quand vous arrivez dans une mosquée ou dans les quartiers, il faut être capable de recenser les actes antisémites, mais être capable aussi de recenser les actes anti-islam, qui sont au même niveau. Et c'est important pour s'approcher de l'autre que les deux puissent s'identifier. Et je voudrais raconter une petite anecdote. J'ai voulu parler de la Shoah. On est dans le camp d'Émile, dans des écoles à majorité musulmane. On m'a dit, tu n'y arriveras pas, c'est pas le moment, etc. J'ai pas parlé de la Shoah du peuple juif. J'ai pris des panneaux, j'ai préparé et j'ai parlé de la Bosnie et de ce qui s'est passé en Bosnie. Beaucoup d'enfants ne le savaient pas, d'enfants musulmans, en leur disant que leurs frères avaient été morts et massacrés. Et après, j'ai pu parler de la Shoah
du peuple juif. Je ne rentre pas dans combien sont morts chez nous, combien sont morts chez eux, surtout pas dans ce piège. Mais il est important que ces jeunes, pour les tirer, il fallait d'abord leur parler d'un sujet qui leur parle directement. Et j'ai conclu en disant, si vous prenez l'habitude de parler de la première Shoah, les autres n'arriveront pas. En vrai, c'est facile. Il faut simplement se déshabiller un peu et prendre les habits de l'autre pour pouvoir réussir dans le dialogue des quartiers. À part ça, il y a eu une initiative magnifique grâce à la aura extraordinaire, magique, c'est parce qu'il est là, hein, de Rachid Zeroual, qui est un homme extraordinaire, je le dis. Quelle heure il est? C'est tout à l'heure qu'il parle. Dans Pour 30 minutes, il aura la parole. Dans 30 minutes. Il est magique. Et je lui ai dit, on fait quelque chose ensemble de suite. On est parti à notre bonne mère, il n'y avait pas de drapeau. On a eu un message de paix. Ça nous a rassurés à nous-mêmes, ça a rassuré pas mal de gens. Et à part ça, il y a plein d'autres actions qu'on fait au quotidien, comme par exemple, tout simplement, le fait de se retrouver au stade Vélodrome avec le drapeau de la paix. Ne me demandez pas de porter le drapeau d'Israël. Ne me demandez pas de porter le drapeau de la Palestine. Je ne suis pas géopoliticien. Je ne suis pas homme de guerre. Je suis homme de paix. Et je voudrais dire quelque chose de très, très important que j'ai dit Shabbat dans ma synagogue. Tout civil qui décède est un civil sur lequel il faut avoir de la peine. Il n'y a pas de distinction dans la mort. Quand on a ce genre de discours, sincèrement, on peut évoluer beaucoup plus vite dans le vivre ensemble en général. Voilà. Alain, je vous laisse la parole. Attention, parce que si on commence à applaudir, bref, on va se sentir obligé d'applaudir tout le monde, voilà, mais qu'il mérite d'ailleurs, hein. C'est pas seulement par forme. Oui, merci de ce témoignage. Je voudrais dire une ou deux choses. La première, c'est que effectivement, cette journée en particulier n'est pas placée sous le signe d'un drapeau quelconque. Bon. Nous agissons ici pour ici et pour demain, c'est-à-dire pour ici en France avant tout, et peut-être, pourquoi pas, pour montrer l'exemple ailleurs, et peut-être, pourquoi pas, un jour au Proche-Orient. C'est peut-être trop tôt, c'est peut-être trop chaud, mais en tout cas pour nous, il ne s'agit pas ici d'accentuer par des drapeaux quelconques, quels qu'ils soient, je veux dire, bien sûr, d'accentuer les fractures qui sont nées des attaques terroristes du 7 octobre, puis de la guerre que cela a déclenchée. Le deuxième point, c'est plus en tant que chercheur. Je crois que l'exposé qui vient d'être fait est chaleureux, intéressant, important, mais il doit respecter les chiffres et les réalités, sinon on ne se fait pas entendre. Aujourd'hui, les actes antisémites sont, en 2023, non pas à 1000, mais à 1616. Ils ont été, encore une fois, multipliés par 4 depuis le 7 octobre. Ce n'est heureusement pas le cas de l'ensemble des actes de rejet et d'agression fondés sur l'origine. Encore une fois, que ce soit des actes anti-musulmans, anti-chrétiens, anti-bouddhistes, et n'oublions pas tous les actes antisémites qui ont visé des non-juifs dont on a cru qu'ils étaient juifs, y compris dans le tramway
à Montpellier où un malheureux homme qu'on a pris pour un juif a été tabassé. Donc aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, comme on voudra, en tout cas de facto, on a 57% des actes, des agressions liées à l'origine qui visent les juifs. Et c'est important de ne pas, encore une fois, occulter cette chose-là, parce qu'il faut savoir où est le mal aujourd'hui, en tout cas l'expression du mal, même si en même temps, nous disons, y compris ici, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'actes d'une minorité infime et pas de monter des opinions antisémites dans quelque population que ce soit. Et enfin, la suggestion de mettre en avant les actes positifs, c'est une suggestion qui est dans l'ADN de notre site mémorial. À la fin de chaque section de ce musée, on met en avant les résistances, les justes et, à la fin du parcours, les actes justes. Les actes justes, c'est-à-dire en effet, comme vous l'avez dit, monsieur le rabbin, les actes qui, dans tous les génocides, la Shoah, le Rwanda, l'Arménie, les crimes contre les crimes génocidaires contre les Tziganes, nous faisons très attention ici à la définition des mots et notamment du mot génocide. Eh bien, nous présentons ces actes que je qualifierais de discrets, qui sauvent des vies. Un policier qui fait semblant de ne pas voir qu'un enfant ou qu'une personne s'échappe alors qu'il devrait l'attraper, je parle dans ces circonstances génocidaires bien sûr, eh bien ce n'est pas un héros, mais il sauve une vie. Voilà. Donc il n'aura probablement pas le titre de juste parmi les nations, il n'aura sa plaque nulle part, mais il aura sauvé une vie. Et ce sont ces actes positifs auxquels nous tenons absolument et que nous tenons chaque fois à présenter. Pasteur Claveroli, je vais vous redonner la parole si vous le voulez bien prendre votre micro. Comment, à vos yeux, essayer de limiter l'importation en France du conflit au Proche-Orient, parce qu'on va revenir effectivement sur le conflit dont on parle, pour notamment limiter les conséquences délétères sur le bien vivre ensemble, et c'est sur ce dont on parle ce matin. Je crois que pour limiter l'importation du conflit du Proche-Orient dans nos affaires à nous, il y a une attention à porter sur justement les mots que nous utilisons et sur le langage que nous utilisons lorsque nous parlons par exemple de l'antisémitisme. Point n'est besoin d'aller en Israël ou en Palestine pour être antisémite. Et même je dirais que plus on va en Israël et peut-être plus on va en Palestine, moins on serait antisémite. Il y a, je crois, en Europe, on va généraliser un peu, en Europe et en France aussi en particulier, un triple antisémitisme maintenant. Il y a l'antisémitisme chrétien très, très ancien qui n'est pas encore complètement terminé, qui n'a pas dit encore son dernier mot. Et je le disais tout à l'heure en commençant, dans nos enseignements d'église, dans nos prédications, dans nos catéchèses, dans la façon dont nous visitons nos paroissiens, dans la façon dont nous sommes en relation avec les autres, nous devons faire attention à cette racine commune qui nous tient. Si nous l'oublions, nous prolongeons encore les souffrances, les malheurs, les détresses de cet antisémitisme chrétien. Il y a l'antisémitisme, je veux dire scientifique, ou pseudo-scientifique, qui a été porté par le nazisme, mais qui a une histoire ancienne, préalable au nazisme. C'est une vision de l'humanité à deux vitesses, et qui est encore présent dans l'esprit de beaucoup. Et puis il y a l'antisémitisme d'extrême droite qui vire en ce moment d'extrême gauche,
je lisais dans un journal cette expression « passage de témoin de l'antisémitisme entre l'extrême droite et l'extrême gauche ». C'est invraisemblable ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Là, il y a quelque chose de tragique, je dirais, où la gauche elle-même trahit ses propres valeurs. Où la gauche trahit ses propres valeurs. Et vous comprenez pourquoi ce que je disais tout à l'heure fait sens. Quand toute une génération perd ses repères, quand ce que l'on croyait être porteur de valeurs humanistes universelles se laisse contaminer par le discours antisémite, alors effectivement il y a de quoi perdre les pédales, enfin être vraiment perturbé. Ce triple antisémitisme est loin d'être effacé. Et nous avons une responsabilité dans nos langages, dans nos prédications, dans nos prises de parole publiques. Nous avons intérêt à faire attention à ce que nous disons. Je dis d'un point une attention très particulière. Et je reprends ce que disait le rabbin tout à l'heure. Nous sommes représentants des religions, des hommes de paix. Du moins, c'est comme ça qu'on nous présente parfois, même si à l'intérieur ça bouillonne, même si nous sommes traversés aussi par des envies d'en découdre de temps en temps. Mais en tout cas, quelque chose nous tient ensemble dans ce pays, et c'est la séparation des églises et de l'État. C'est cette ligne-là à laquelle le protestantisme a été très attaché dès la fin du XIXe siècle et en militant pour la fabrication d'une loi qui sera celle de 1905, faire en sorte que le discours religieux ne mette pas la main sur le discours de la République et que le discours de la République, au nom de la laïcité, laisse dans l'espace social vivre la liberté religieuse. Cette conviction-là, je crois, peut aider à la fois à l'expression libre des confessions religieuses des uns et des autres, et en même temps à être garantie par le fait que l'ordre public doit régner. Et l'ordre public est menacé quand il y a antisémitisme. On l'a dit de manière un peu raccourcie, vous savez, quand un juif est agressé, c'est la République qui est agressée. On le dit rapidement, mais derrière, c'est cela dont il s'agit. C'est l'ordre public qui est mis en cause par les actes antisémites. Et je pense que là, les religions ont une carte à jouer, à la fois dans la défense de leurs propres convictions et dans la défense de l'ordre républicain, qui permet précisément la liberté de confession. Vous savez combien les protestants ont été les premiers en Europe à lancer cette idée de la liberté de conscience. Cette idée-là a été menacée donc au XVIe et XVIIe siècle. Elle est maintenant acquise, mais attention, la liberté de conscience, ça n'est pas la liberté d'imposer son opinion à l'autre. La liberté de conscience, comme toute liberté, doit être en dialogue, en fraternité, doit être attentive, j'allais dire presque gardienne de la conscience de l'autre. Je pense à ce texte de la Genèse que vous connaissez par cœur, Genèse 4, où, vous savez, les deux frères se trouvent dans un conflit. Et la phrase c'est « Hashomer Hari Anoki ». Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Oui. Moi, je réponds oui. Et je rejoins encore ce qu'il disait tout à l'heure. C'est dans la relation interpersonnelle que se joue l'essentiel. Oui, nous sommes les uns et les autres les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Alors, la sororité, d'ailleurs, devrait être, là encore, mise sur sur la table, puisque précisément, en plus des violences racistes, antisémites, il y a aussi les violences entre hommes et femmes qui ajoutent encore à ce trouble dans lequel nous nous trouvons. Donc voilà, je reste optimiste dans le sens où les messages des religions sont des sources et des ressources qui peuvent porter cette attention à la fraternité. Monseigneur Delarbre, je vais vous demander de prendre le micro. J'imagine que vous êtes en accord avec le pasteur Claveroli,
quels seraient pour vous les axes de travail pour pouvoir apaiser la société et fortifier ce bien vivre ensemble? Alors au-delà de la rencontre, parce que vous l'avez évoqué avec le Chaim Ben Dao, mais est-ce que vous avez d'autres pistes pour fortifier ce bien vivre ensemble? Il me vient deux idées peut-être. La première, c'est que la tragédie des violences, c'est que l'homme violent, il est violent contre un concept. Le terroriste, il tue un concept. Et quand il est dans les tribunaux, il se rend compte qu'en fait, c'était une personne. Qu'il avait une famille, des enfants, un métier, qu'il est blessé dans sa chair s'il n'en est pas mort, et s'il est mort, qu'il a blessé plein de gens. Cette essentialisation, c'est l'outil des violents. C'est l'outil des violents. Voilà. Quand vous voulez faire la guerre à des gens, vous ne pouvez pas leur dire, mais vous allez aller tuer des pères de famille, des gens qui sont comme vous. Vous allez dire, vous allez tuer des fascistes. Vous allez tuer voilà, on les essentialise. Hein, comme on entend là le discours russe. Voilà. Bon. Et cette essentialisation, effectivement, toutes les élites, que ce soit religieuses, intellectuelles, tous ceux qui prennent la parole, les journalistes, les médias, doivent être très, très alertés sur cela. La manière dont les violents usent de l'essentialisation. Vous voyez ce que je veux dire? On transforme autrui en concept. On peut le faire même pour de bonnes raisons. Vous voyez? Mais ça finit souvent par se retourner. La deuxième idée que je voudrais vous partager, c'est prendre la suite de ce qu'il vient de dire sur la fraternité. Effectivement, pour moi, dans l'Écriture, il y a deux passages significatifs. Celui qui vient d'être cité, de Genèse 4. Qu'as-tu fait de ton frère? La question, c'est de la fraternité est posée dans ces termes. Pas qui est mon frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Et l'autre, c'est dans l'Évangile, où justement Jésus ne parle pas du terme de fraternité, mais il utilise le terme de prochain. Et quelqu'un lui dit, mais qui donc est mon prochain? Comment je fais le tri? Il raconte la parabole du bon samaritain, où un homme blessé est secouru, des personnes s'écartent, et un le secourt, et il dit, mais qui s'est montré le prochain? Et Jésus répond, l'homme interrogé dit, c'est le samaritain, celui qui s'est approché de l'homme blessé. Eh bien, toi, fais de même. Et donc, quant au prochain, quant à la fraternité, c'est toujours la même chose. Qu'as-tu fait pour ton frère? Qu'as-tu fait pour ta sœur? Qu'as-tu fait pour ton prochain? Voilà. Les justes dont vous avez parlé, M. Chouraki tout à l'heure, et qui sont ici, sont des personnes qui ont agi comme ça. Ils n'ont pas essentialisé les personnes. Ils ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et c'est vrai que nos responsabilités comme religieux, c'est de porter cela dans les pratiques, dans le discours, dans la prière, parce qu'il s'agit d'une dimension spirituelle de l'existence, de reconnaître dans l'autre quelqu'un envers qui je suis redevable. Voilà. Et ça se fait sur le terrain, dans des actions concrètes, dans des relations, mais ça se fait dans le niveau intellectuel, j'insiste là-dessus, sur cette attention que doivent avoir les sachants, les parlants, les décidants, sur cette facilité à l'essentialisme, à essentialiser les gens. Ça, c'est facile pour gagner des voix, pour gagner des suffrages, pour gagner des applaudissements, mais c'est une voie périlleuse, dangereuse, mortifère. Merci, Monseigneur.
je vais peut-être rebondir, comme on dit bizarrement, sur ce que vous avez évoqué, et en particulier sur l'essentialisation. Juste un mot pour dire que c'est une des raisons pour lesquelles ici nous n'utilisons pas l'article le qui le juif, le musulman, le français, ce sont des expressions qui essentialisent et elles sont délétères. Vous disiez que cette essentialisation faisait disparaître les personnes et je vous remercie d'avoir souligné cela. Il y a l'essentialisation et il y a aussi la capacité que nous avons, certains médias en particulier, de transformer les personnes en problèmes. Je pense à la question des migrants. Les migrants qui meurent à quelques kilomètres de nos côtes, mais aussi dans la Manche et ailleurs, sont perçus d'abord comme des problèmes à régler plus ou moins bien, à gérer, etc., etc. Et c'est vrai qu'il faut gérer, mais c'est comme l'identité. La question de l'identité, disais-je, est légitime. L'obsession identitaire assassine. Gérer des problèmes de migrants ne doit pas faire oublier que ce sont d'abord des hommes, des femmes et des enfants. Donc là, on n'a plus seulement l'essentialisation ou alors l'essentialisation du migrant, on peut voir ça comme cela, mais véritablement, derrière les concepts, les essentialisations et les problèmes, disparaissent les hommes, et c'est un danger considérable. Une dernière remarque, pour dire que nous utilisons tous, moi le premier, et ô combien, le beau mot de république. Bon, j'attire l'attention au moment où les choses deviennent difficiles dans les institutions, dans les valeurs entre guillemets républicaines. Je voudrais pointer que l'Europe, l'Union européenne, comprend une majorité de pays non républicains, de monarchies. Donc, nous nous attachons ici à mettre plus en avant le mot de démocratie que le mot de république. Heureusement, dans notre pays, les valeurs qui se sont construites dans l'histoire entre république et démocratie sont globalement les mêmes. Mais il nous semble important que par-delà les mots, ce soit les valeurs démocratiques qui soient mises en avant, ne serait-ce que parce que ce sont celles dont on parle le moins et surtout que l'on comprend le moins. Je veux dire que pour beaucoup de gens, nous le voyons aujourd'hui, la démocratie, ça n'est qu'une élection. Et à partir du moment où tel ou tel est élu dans une élection libre, on lui doit un respect démocratique. Eh bien, non. Non. Hitler a été élu, devait-on lui serrer la main après son élection? Non. La démocratie, c'est bien sûr d'abord une élection, mais c'est tout autant ce qui se passe après l'élection. Le respect des droits et libertés, le respect de l'état de droit, le respect de la séparation des pouvoirs, le respect de l'indépendance des contre-pouvoirs, le respect des minorités. Sans cela, celui qui dirige, même s'il est élu librement,
ne dirige plus un État démocratique. Il est 11h50, je vous propose une petite pause musicale avant notre troisième et dernière table ronde basée sur la thématique de la réparation. À tout de suite et merci à tous.